probablement ça dit quelque chose sur la réalité du niveau de vie américain, beaucoup plus exact que le produit intérieur brut par tête. C'est 400 000 morts évalués. Et là, je cite des livres publiés aux États-Unis par des éditions universitaires. Mon but, là, ça n'est pas de dire des États-Unis, c'est un élément de réflexion. C'est-à-dire que l'Amérique était connue comme un peu plus rude en termes du marché du travail que l'Europe, avec un État social moins développé. Mais l'Amérique avait des dimensions progressistes, sympathiques, dans l'émancipation des Noirs, des femmes ou tout ce qu'on veut. Et l'Amérique était une démocratie. Tu décris ces élites américaines qui sont en effet un peu en décomposition, mais on a justement les élites européennes qui, certes, ont toujours été atlantistes. C'est-à-dire Oui. les États-Unis sont au cœur du projet Oui. européen, de la construction européenne dès le premier jour. Donc, ils ont toujours été atlantistes, mais ils étaient aussi européistes. Mais comme Oui. ils ne sont plus européistes, comme ça disparaît, comme tu le dis, ils restent uniquement atlantistes, mais à un moment où les États-Unis sont en plein pourrissement, finalement. C'est ce que tu dis. Mais alors, pourquoi on en est là? Et puis d'ailleurs, d'abord, il faut préciser ce pourrissement américain. Oui, c'est ça. C'est le paradoxe, je dirais, supplémentaire et fondamental. C'est que cet abandon aux États-Unis intervient au moment où l'identification aux, entre guillemets, valeurs américaines devient, si c'était plus encore que difficile, complètement impossible. C'est-à-dire que l'Amérique était connue comme un peu plus rude en termes du marché du travail que l'Europe, avec un État social moins développé. Mais l'Amérique avait des dimensions progressistes, sympathiques, dans l'émancipation des Noirs, des femmes ou tout ce qu'on veut. Et l'Amérique était une démocratie. L'Amérique est devenue tout à fait autre chose depuis la révolution néolibérale. C'est devenu le pays leader et moteur des inégalités, en fait à un niveau, je dirais, tout à fait incroyable. C'est devenu un pays qui s'est, je dirais, encore plus racialisé qu'autrefois. C'est-à-dire, pas simplement parce qu'il y a des policiers qui tirent sur des Noirs, mais parce que les Noirs ont été enfermés dans une catégorie de mercenaires électoraux, je dirais, des démocrates. C'est un pays où le système politique est devenu tellement dominé par l'argent que parler de démocratie devient complètement ridicule. C'est un pays dont les valeurs politiques, et des deux côtés du spectre, sont en fait inacceptables. L'une des grandes illusions, la dernière des illusions des Européens, c'est de penser, essayer de choisir entre les républicains et les démocrates. L'attitude générale des élites, c'est de dire Trump, pas bon, méchant, Biden, sympa. Mais en fait, non, les deux sont l'Amérique. Moi, je suis à la recherche d'une unification conceptuelle qui permet, et donc en termes de valeurs, c'est un monde, je dirais, qui n'a plus de sens. Et bien entendu, au-delà de tout ça, le déclin américain, la décadence, le pourrissement, comme tu as dit, des États-Unis, pour un démographe comme moi, il est très simple à mesurer. D'un côté, il va y avoir, si on veut rester à peu près optimiste, il va y avoir une mortalité infantile américaine qui baisse beaucoup moins vite qu'ailleurs, et qui maintenant... Justement, on a le graphique, puisqu'on a quand même beaucoup travaillé ensemble pour préparer cet entretien. Donc je te remercie. Vous trouverez d'ailleurs d'autres graphiques supplémentaires sur notre site. On vous mettra le lien en description. Ici, on voit l'évolution de la mortalité infantile dans plusieurs pays depuis les années 80. De la Chine la plus élevée, mais en très forte baisse, avec la Russie, jusqu'à la Suède, qui est quasiment le pays qui a la plus faible mortalité infantile. Donc on voit qu'un pays peut aller jusqu'à 2 enfants sur 1000 qui meurent avant l'âge de 1 an. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Ça évoque le truc central, c'est que les États-Unis deviennent le pays le moins performant du monde occidental. Hein, c'est le vert, là. On voit que la mortalité est supérieure, etc. Juste au-dessus, on voit en termes de tendance le Royaume-Uni, c'est normal. Ce sont des cousins, si on peut dire, sur le plan socioculturel. On voit cette chose fondamentale qui est le passage du taux de mortalité infantile de la Russie largement au-dessous du taux américain, et très bientôt la Chine. Donc on voit que la question civilisationnelle est plus complexe qu'on nous dit.
Surtout, il faut rappeler que c'est quand même un indicateur qui t'a rendu célèbre Ah bah dans moi, ta prime jeunesse. ça me gêne de dire ça, et ça m'a pourri la paternité. J'ai eu 4 enfants, donc avec le taux de mortalité infantile en tête, mais j'avais bien tort, tout va bien. Et c'est avec la hausse du taux de mortalité infantile entre 1970 et 1974 que j'ai prédit la décomposition de l'Union soviétique. Donc c'est un indicateur très sensible parce qu'il parle des plus faibles dans une société donnée. Et donc, bien entendu, et donc là, on voit en fait que probablement ça dit quelque chose sur la réalité du niveau de vie américain, beaucoup plus exact que le produit intérieur brut par tête. J'allais te dire, il y a quand même un truc intéressant avec le rebond de la mortalité infantile en France. Et Bah pas commun. ça nous dit la réalité de l'évolution française, et en particulier cette humiliation nationale qu'est le fait d'avoir une Allemagne qui maintenant a de meilleures performances. Mais ça, là, on est en train de parler avec un indicateur très simple du pourrissement du système hospitalier français et de choses aussi plus profondes. Mais là, pour ce qui nous concerne, l'important, c'est de voir que déjà, la mortalité infantile définit les États-Unis comme un pays en retard sur nous. Et donc, l'idée c'est on prend comme leader un pays en retard. Mais il y a pire ensuite. Il y a l'espérance de vie. Il y a l'espérance de vie aussi qu'on a tracée. Et c'est vrai qu'elle est très, très surprenante. Alors pareil, l'augmentation de l'espérance de vie depuis 1960. On voit l'espérance de vie depuis 1960. Donc on voit bien que les pays occidentaux étaient à peu près à parité. Et puis on voit à partir, alors ça c'est toi qui me l'as fait remarquer tout à l'heure, on voit que en fait, le décrochage de l'espérance de vie américaine, qui progresse longtemps, mais beaucoup plus lentement que partout, est absolument synchrone des débuts du néolibéralisme. 1980, c'est l'élection de Reagan. Je trouve que c'est quand même... Et l'Angleterre, c'est la même chose. On voit aussi, il semble y avoir un effet néolibéralisme, Thatcher Reagan. Mais dans la mesure où le néolibéralisme a détruit les systèmes de santé... Oui, ça s'explique assez facilement. Et a produit des phénomènes de pauvreté massif dans des classes éducatives basses tout à fait particuliers, c'est normal. Mais alors, maintenant, il y a pire, c'est qu'avant même la crise du Covid, l'espérance de vie américaine stagne, en fait, et puis baisse avant le Covid, et puis surtout que ce qu'on voit sur des pays comme même le Royaume-Uni, pour le coup, ou la France, ou l'Italie, on voit des grosses mortalités de Covid, mais on voit une récupération qui commence tout de suite après. On en sort. Aux États-Unis, on ne voit pas de récupération. Donc là, on a simplement, l'espérance de vie, c'est quand même un élément important du niveau de vie. Donc c'est quand même, c'est l'atterrissage dans la réalité. Je dirais, la guerre d'Ukraine, c'est un atterrissage dans la réalité. Le Covid, c'était un atterrissage dans la réalité. Mais l'espérance de vie, c'est une sorte de réalité structurelle qu'on peut mesurer à tout moment. On le sait, ça. Et quand on regarde la façon dont cette baisse de l'espérance de vie a été obtenue, on est confronté à des choses tout à fait stupéfiantes. C'est beaucoup des suicides, des trucs d'alcoolisme, de drogue, mais ça a été beaucoup une épidémie d'utilisation de médicaments à base d'opioïdes addictifs qui avait été, je dirais, poussée par les grosses boîtes de pharmacie, etc., relayées par des médecins. Donc en fait, c'est comme si, complètement irresponsable, c'est comme si une partie de la population américaine avait été, j'ose pas dire sciemment, mais avec désinvolture, sacrifiée par un appareil économico-médical. Et ensuite, on s'étonne de ce qu'il y ait des paranoïaques aux États-Unis. Même les paranoïaques ont des ennemis, c'est ce qu'on dit. Vous voyez, donc, c'est un peu la guerre de l'opium façon chinoise, mais aux États-Unis, c'est oui, ça, mais en interne. Et ce qui est très intéressant, et ça, c'est tout à fait caractéristique des structures impériales en décomposition, c'est que le centre commence à souffrir plus que la périphérie. En Union soviétique, à la fin du système, les gens qui souffraient le plus du système soviétique, c'était les Russes du centre. Ça allait mieux en Géorgie, en Arménie. Plus on s'éloignait du centre, moins l'oppression et la souffrance étaient fortes. Mais les États-Unis commencent à être comme ça. Et donc, le mystère, c'est que
confronté à ces États-Unis. Alors, je sais bien, il y a des gens, je suis conscient, c'est pour ça que c'est très difficile, parce que la culture américaine est la culture américaine. Maintenant, et plus encore dans notre passé, c'est associé à tellement d'images sympas. Les Américains, quand même, ils continuent de nous amuser. Il y a une dimension drôle. Et alors, j'ai essayé pour me structurer. Je me suis dit, je suis arrivé, je suis un grand fan de Fantomas, les films Fantomas, les trois trucs comme ça. Et dans le premier, il y a un portrait de Fantomas par lui-même, auquel il s'adresse à Fandor, qui est joué par Jean Marais. Il est là avec son masque bleu, tout ça. Et il dit tout d'un coup, je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Et, quand je regarde ces courbes américaines avec des mortalités en 11, quand je pense, je veux dire, au nombre de gens que les opérations militaires américaines et les blocus américains ont tués dans le monde, le blocus de l'Irak, avant même la Deuxième Guerre, entre les deux guerres, c'est 400 000 morts évalués. Et là, je cite des livres publiés aux États-Unis par des éditions universitaires. Mon but, là, ça n'est pas de dire des États-Unis, c'est un élément de réflexion sur l'attitude européenne. C'est comment est-ce que des européistes qui nous ont vendu un projet plutôt issu de la démocratie chrétienne, le projet européen était un produit de la démocratie chrétienne, c'était dénoncé comme tel, mais c'était derrière la démocratie chrétienne, il y avait le christianisme social, il y avait un certain respect de l'individu, c'est pas ma tendance, mais c'était quelque chose de tout à fait estimable, en fait, en termes de valeurs, de moralité, avec des syndicats chrétiens ou post-chrétiens, etc. Et ce qui est fascinant, c'est de voir cet européisme qui mute en une soumission-adulation d'un système qui est en vérité, ça me gêne de dire. Alors, cette vidéo met en lumière un renversement inquiétant. Les élites européennes, historiquement attachées à un projet fondé sur des valeurs sociales fortes, semblent désormais suivre un modèle américain marqué par le déclin économique, sanitaire et démocratique. De l'explosion des inégalités à la crise des opioïdes, les indicateurs sociaux américains révèlent un effondrement structurel. Face à cela, l'Europe doit-elle repenser son alignement stratégique ou est-ce que le modèle américain est encore un repère qui va devenir bientôt un contre-exemple pour nous? Partagez avec nous vos avis dans les commentaires, surtout pour enrichir le débat. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses d'actualité dans le monde. À tout de suite.